Je vous salue, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Ça me fait très plaisir de venir ce samedi matin pour venir débattre encore. On va refaire un peu la même émission que la semaine dernière avec les amis du Libre Journal de Géopolitique Profonde. On a tellement de désaccords et on a tellement de choses à se dire. Je salue aussi évidemment la venue tout à l'heure de notre ami Christian Van Est que nous aimons tellement. Et il se fait rare. Je ne comprends pas pourquoi il se fait aussi rare. Sa voix nous manque. Moi, je trouve que sa voix nous manque. Et ce sera intéressant de la voir bien plus souvent. Évidemment, je salue Jean-Édouard qui remplace merveilleusement la sublime et la merveilleuse Virginie qui n'est pas là cette semaine, et donc j'ai le cœur meurtri par son absence. Je ne comprends pas pourquoi n'est-elle pas là, mais bon, Jean-Édouard la remplace si bien qu'en fin de compte ça va quoi, ça va. Je reste de bonne humeur malgré tout, même si j'ai appris cette nouvelle au dernier moment. Et bon, j'ai deux sentiments, j'ai le cœur meurtri, je suis joyeux. On ne t'avait pas averti. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Non, personne ne m'a averti. Et personne ne me dit plus rien ici. Je comprends pas. Je viens, on me dit pas les choses. Voilà, j'apprends des trucs en dernière minute. Mais c'est pas possible. Je salue évidemment notre ami Patrice, l'homme à la belle écriture, celui qui est au standard et qui prend vos appels, ceux de gens qui nous disent « Oui, mais Mike a fait des erreurs de langage. Pourquoi a-t-il dit ce mot et pas celui-là ?» Bon. Qu'un auditeur d'ailleurs a dit, attention, on ne dit pas Dupont-Aignan, on dit Dupont-Aignan, pas de liaison. Pas de liaison, c'est dans l'émission précédente. Enfin bref, voilà, il sera là, il va prendre vos questions, vos commentaires. Continuez à nous abreuver de questions et de commentaires. C'est important aussi qu'on puisse avoir des échanges avec vous. Donc allez-y, Patrice est prêt. Il a pris son quadruple express, là, café express, ouais, voilà. Double express, café quadruple, bref, bon, je ne sais plus. En tout cas, il est prêt, voilà. Et il est prêt pour vos mails et pour vos appels. Bombardez le standard. Alors du coup, même émission presque, mais non, on va dire pas mal de choses différentes avec Nicolas Stocker qui est à ma droite. Et oui, vous le savez, il est à ma droite, il est beau, il est chaud. C'est Nicolas Stocker. Comment ça va? Ça va, mon cher Mike, tout va bien. On a passé 1h30 délicieuse avec Christian, avec Franck Pengam aussi, qui rappelait la très belle fête que nous avons connu il y a 2 semaines pour les 200 000 abonnés de la chaîne principale YouTube GPTV. Et puis une revue de presse que nous avons fait un peu différemment avec Lara, puisqu'elle fut totalement spontanée, ce qui est nouveau. Mais alors on s'habitue et on s'adapte aussi à ces fameuses caméras dans ce studio. Mêler la radio et la TV, toi, c'est quelque chose qui, vu ta génération aussi, ne te soucie pas. Moi, j'avoue qu'à avoir passé des années à n'avoir à gérer que ma voix sur un micro, être obligé maintenant de recevoir des remarques, regarde la caméra, arrête de gesticuler, te tortille pas sur ton siège alors que je suis à la radio, j'avoue que c'est pas facile. Mais bon, j'essaie de m'y faire, de m'adapter. Mais tu t'es fait très bien. Bon, malgré tout, tu t'es fait très bien. Et enfin, la magnifique, la merveilleuse, la sublime Lara, qui, je l'ai appris hier, commençait à se mettre dans le camp polonais. Hein. Ah bon? Je crois. Oui, je crois, c'est ce que j'ai entendu, je crois. Non, c'est pas ça? Pardon, non, c'était pas du tout ça. Je dénonçais la présence des militaires polonais. Ah, d'accord. Dénoncer la présence. J'ai mal compris. J'avais mal compris. Ah bon, je pensais qu'elle avait s'est dit bon, la Russie c'est bien, ils sont gentils, mais bon, quand même en face c'est mieux, hein. C'est plus classe. Hein. Non, je pensais que c'était ça. Alors non, c'était pas du tout ça. Qu'elle voulait accueillir les militaires polonais, c'est ça, à Paris. J'avais cru mal comprendre. Bon, c'est pas grave. Bon, tant pis. Hein. Mais j'y arriverai. T'as bien mal compris. Mais j'y arriverai évidemment. Donc voilà. Trêve de plaisanterie et parlons là de ces législatives, parce que la semaine prochaine on ne pourra pas le faire, oui. On sera... Ni celle d'après. Ni celle d'après d'ailleurs, donc on va le faire aujourd'hui. Tiens, chère Lara, qu'est-ce que tu as pensé de cette première semaine de campagne? J'ai pensé que la France s'adapte bien vite à des événements qui étaient complètement imprévisibles et imprévus. C'est-à-dire que quand Macron dégoupille sa grenade, il ne pense pas que les alliances vont se créer aussi vite
et vont être aussi fracassantes pour son camp à lui. Donc voilà, ce que je pense, c'est qu'on est un pays merveilleux. On a une vie politique très vive et les Français y participent pleinement. Donc voilà. Moi, je souligne qu'il y a quand même 2 fois moins de candidats enregistrés sur cette élection législative et ça restera quand même marqué par cette incapacité pour tout un tas de gens de se présenter dans les courts délais. Mais ça, on est dans l'aspect purement administratif. En revanche, les Français sont aujourd'hui complètement dans la campagne de législative, contrairement à ce qu'aurait pu penser Macron en provoquant cette élection anticipée aussi proche. T'as pas l'air d'accord. Si, je suis d'accord. Et même 1 million déjà de votes par procuration ont été enregistrés, ce qui est énorme. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que les gens avaient prévu, parce qu'évidemment tout le monde a été surpris, pas seulement la classe politique, de cette dissolution. Donc les gens ont déjà pris pour le mois de juillet ou la fin juin leur résidence d'été, leur location. Donc ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas des chauffeurs ou des hélicoptères ou des avions, des jets pour les emmener sur leur lieu de villégiature. Donc ils ont des dates, il faudra qu'ils les respectent. Donc ils ne pourront pas aller voter à ce moment-là. Donc ils font des procurations. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est justement un engouement. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas, de toute façon, dimanche j'ai piscine ou dimanche je vais à la pêche. Ça signifie aussi une chose, hein. Et ça, c'est une chose qui vous donne évidemment tort, hein. Mais bien sûr, toujours, hein. Comme toujours, j'ai envie de dire. Parce que la semaine dernière, vous prophétiez justement une forte abstention. Non. Bien sûr que si. Si au deuxième tour, j'ai dit qu'au second tour, mais... j'ai dit qu'au second tour, ceux qui ne participeraient pas, n'iraient pas se reporter sur l'un ou l'autre candidat. Non, on change pas les paroles. Il y a des choses qui ont été dites la semaine dernière. Vous avez dit mais les gens vont s'abstenir et vont faire un peu comme aux européennes. Non. Déjà, il y a eu beaucoup d'abstentions européennes. Et 2, j'ai parlé du fait que le camp majoritaire voterait probablement un peu moins. Attendons de voir qui va voter et qui ne va pas voter. Les professions de foi, c'est qui ? Les professions de foi, c'est qui ? Les professions de foi, c'est les... C'est pas les personnes âgées, hein. J'en doute, hein. C'est les actifs. Ce sont les actifs, c'est-à-dire tous ceux qui votent contre Macron. Je crois pas. Ce sont les actifs CSP+, justement, qui vont aller en vacances comme des gentils juilletistes, parce qu'ils auront réservé dans des hôtels sympathiques. Mais t'as pas noté que les CSP+, aujourd'hui, ils en ont marre aussi de Macron. Et ça, c'est une des nouveautés du dernier scrutin et de celui à venir. Ils en ont marre de Macron. Mais ils en ont marre de Macron. Macron n'a voté pour lui que une partie des jeunes et les plus de 65 ans. C'est-à-dire les inactifs. Tous les actifs votent contre Macron. Donc moi, je vois comme une très bonne chose, une très bonne nouvelle, toutes ces procurations. Mais... Parce que ce sont des gens qui partent en vacances. C'est-à-dire des gens qui travaillent le cours de l'année. Et surtout, Mike, là, ceux qui vont te faire démentir le fait que c'est les votants Macron qui se précipitent pour faire les procurations, c'est l'absence de la tête de Macron sur toutes les affiches législatives. Il n'y a que 2 anciens ministres qui ont mis la tête de Macron. Tous les autres ont mis soit Attal... Et certains n'ont mis rien du tout. Ils se sont mis en tenaille contre moi, l'un à gauche, l'un à droite. J'ai compris. Voilà, j'ai compris ce qui se passe. C'est un piège. C'est un piège qu'on m'a tendu ce matin. J'ai compris. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ça, évidemment. Avec ton expérience politique, tu passeras outre. Vous êtes toujours dans les. Vous pensez que en réalité, il y a une opposition politique essentiellement contre Macron. Mais en réalité, vous verrez que les tripatouillages vont continuer. Il y a eu cette surprise de la dissolution et vous aurez des surprises que vous n'aurez pas analysées, mais que moi j'aurais analysées. Lesquelles ? Vas-y, on t'écoute. Vas-y, fais tes pronostics. Je vous le dis. Ça reste enregistré. Je veux me répéter encore une fois, mais je veux que ce message passe. C'est que on n'aura pas de gouvernement Rassemblement National, on n'aura pas de gouvernement France Insoumise, on aura l'union nationale du système. C'est ce qui va se
passer. Et même si par exemple l'électeur vert vote par exemple pour les Verts parce qu'il déteste Macron, eh ben les Verts, lorsque le président de la République leur dira voilà, mais vous aurez tant de ministères, 30 secrétaires d'État, vous aurez tel type de groupe, tel ceci, tel cela, ils vont aller à la gamelle parce que c'est comme ça que ça se passe. Les partis politiques ne font pas, enfin en tout cas n'ont jamais fait ce que leurs électeurs ont voulu qu'ils fassent. Et ça, j'ai l'impression que vous voulez pas le comprendre. Vous voulez en fait comprendre qu'il y aura soit le bloc Rassemblement National qui prendra le pouvoir, soit le bloc de gauche qui prendra le pouvoir. Et ça ne se passera pas comme ça. Ça, je vous le dis. Allez-y, Lara. Mike, je pense que là, ce que vous sous-estimez, c'est l'incapacité aujourd'hui du bloc central à réunir justement un électorat. C'est-à-dire, eux-mêmes sont conscients de ça. Mais vous dites, il y aura un bloc central qui va être une espèce qui va pouvoir piocher à droite comme à gauche des ministres pour les... Mais ça a été fait avec une majorité relative majorité présidentielle relative. Non, ça a été fait avec une majorité. Ça a été fait déjà avec une majorité absolue en 2017, où il y a eu des Verts, dont De Rugy et la dame, là, je sais plus comment ça s'appelle, une dame blonde qui est devenue ministre. Rappelez-vous. Mais oui, De Rugy a été ministre, était même président de l'Assemblée nationale. Mais elle n'existe plus aujourd'hui. Mais tous les autres Verts iront à la soupe. Tous les autres PS iront à la soupe. Sachez que le PS d'aujourd'hui, c'est le PS qui a connu Macron et dans lequel Macron a été adhérent. Faut pas l'oublier, ça. Ce qui va être impossible à réaliser, c'est de faire que... Par exemple, si on considère que le bloc central va être composé de certains membres de majorité, allez, on va dire 40 aujourd'hui, ce qu'il peut obtenir, c'est une quarantaine de députés. C'est de ça qu'on parle. 40 députés, le bloc majoritaire ? Ah bah oui. Non, voilà, d'accord. Le reste, ça va être les LR et quelques socialistes piochés. Mais dans ce bloc-là, il va y avoir un problème. Ils n'auront pas la capacité d'aller piocher à droite et à gauche parce que c'est pas compatible. Parce qu'ils les ont classés en extrême. Vous savez, il y a une chose, et je me tourne vers notre ami Nicolas, dont vous n'avez pas parlé, et c'est un off extrêmement important. D'ailleurs, vous avez chroniqué là-dessus hier, chère Lara. C'est un off extrêmement important qui est passé, c'est celui de l'article 16. C'est-à-dire que, c'est peut-être dément ce que vous venez de dire, hein, parce que l'article 16 signifie qu'il n'arrive pas à composer un gouvernement. Non, c'est-à-dire que pourquoi ce off est passé ? Il est passé pour une raison très simple, c'est qu'il met en garde les partis politiques pour leur dire, les gars, parce que en fait, Macron et Gabriel Attal lancent le message du « nous ne voulons pas les extrêmes ». Pour eux, les extrêmes, c'est France Insoumise, c'est Rassemblement National. Mais tout le reste, c'est pas des extrêmes. C'est-à-dire que nous ne voulons pas des extrêmes, mais nous sommes prêts à accueillir tout le reste. Ce off de l'article 16 signifie en réalité, les gars, comme vous n'êtes pas des extrêmes, si je n'arrive pas à avoir de majorité, parce que je ne veux pas de majorité avec les extrêmes, si je n'arrive pas à avoir de majorité avec vous, eh ben je ferai l'article 16 et pendant 3 ans, je fais ce que je veux. Voilà. Mike, cette offre-là peut provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire une radicalisation des deux camps, c'est-à-dire les électeurs qui décident qu'il faut absolument donner une majorité absolue à l'un des deux camps, des deux extrêmes, et que ce soit effectivement impossible derrière pour le pouvoir de... Parce que personne n'est d'accord pour accepter l'article 16. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, revenir sur ce que tu disais d'une possibilité d'une majorité faite de briques et de brocs. Elle est apparue, en tout cas, depuis 2022. Pour ça, il faut une base. Il faut une base d'à peu près 250 députés pour aller glaner les dizaines de députés à droite ou à gauche qui permet à ce moment-là d'avoir une majorité au cas par cas. Sauf que là, le risque majeur pour le parti du président, pour en tout cas ce qui était la majorité présidentielle, ou en tout cas ceux qui s'appuient sur cette majorité présidentielle, eh bien, c'est qu'ils n'auront pas 250 députés cette fois-ci. Alors, je ne suis pas aussi optimiste ou pessimiste, ça dépend de où on se place, que Lara, mais ils auront au maximum 100 à 120 députés. Or, ça, ce n'est pas une base, mon cher Mike, suffisante
pour pouvoir ensuite faire des arrangements quand on est aussi peu nombreux. Donc je pense que le risque majeur dans ce cas-là, étant donné que le bloc central s'est bâti en effet sur une opposition aux extrêmes, c'est le risque d'ingouvernabilité. Soit il y aura un phénomène d'entraînement qui permettra au Rassemblement national d'avoir une majorité absolue. Je l'ai beaucoup cru au soir des élections européennes. Je le crois, je l'avoue et je l'admets de moins en moins aujourd'hui, tellement je vois en Jordan Bardella cet homme qui aurait dû être un monsieur plus et être dans l'augmentation de sa dynamique, c'est un monsieur moins aujourd'hui. Il y a toujours chez le Rassemblement national, est-il inspiré aussi par Marine Le Pen, quand elle s'est crispée dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, on a l'impression qu'ils sont déjà en train de se dire, comme de bons Malthusiens, comme de bons Français, c'est le cas de le dire, où on a notre pécule, on va faire en sorte d'en garder le maximum. Vous savez, c'est un tempérament bien français, bien rural, j'ai envie de dire, qui correspond d'ailleurs à une partie de leur électorat. Au lieu de dire, on investit, allez, à la Trump, on en rajoute, on en met une couche de plus sur nos forces, plutôt que d'essayer d'être en permanence en train de rétro-pédaler. Donc ça, je dirais qu'aujourd'hui, il y a ce risque, en effet, important qu'il n'y ait pas de majorité. Et alors, s'il n'y a pas de majorité, il y a 3 blocs qui ne vont en aucun cas vouloir travailler ensemble. C'est quoi les 3 blocs ? Les 3 blocs, c'est-à-dire ce qu'il restera du bloc central, 100-120 députés. D'accord. Un gros bloc à plus de 200 du Rassemblement national et un autre autour de 200 ou un peu moins du nouveau Front populaire. Donc là, tu peux toujours courir, là, mon cher Mike. À 520. Tu n'auras... Il faut 577. Non, mais qu'importe, là on est à plus ou moins. Là on arrive, moi je vous dis 577 avec un ordre de grandeur à peu près de ce type. Et ça ne sera pas un tiers. Attention. Donc voilà. Le troisième bloc de gauche dont tu parles, ce n'est pas un bloc. Le Rassemblement national est un bloc. Et ça ne fera pas une majorité. Attends. Le centre est un bloc. Celui de gauche est une forme d'union essentiellement pour les législatives. Mais tu as vu l'arbitrage. Tu as vu l'arbitrage entre LFI et les autres. C'est-à-dire qu'ils ont la part du lion à nouveau. Oui. LFI. Mais moi je pense que LFI ne fera pas carton plein sur ces 200 circos. Au contraire des autres qui feront peut-être même des meilleurs scores. LFI fait peur. Regardez, tiens, je vais vous ça changera rien. Je vais vous parler d'une chose. Attendez, il s'est passé un truc qui m'a énormément surpris. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon Twitter et ça a eu un énorme succès. Je crois qu'il y a eu 150 000 personnes qui ont vu ce tweet et qui l'ont commenté. Et j'ai remarqué que désormais la bête immonde des médias, c'était moins Rassemblement national, c'était France Insoumise. On a même montré Monsieur Glucksmann, je crois que c'était au Quotidien, ces images ont pas mal tourné. Il était à un marché, alors je ne sais plus où, en banlieue parisienne, dans un quartier, je crois, juif, et où les juifs lui disaient « Mais vous n'avez pas honte, vous êtes maudits, on vous maudit ». C'est ça Glucksmann, hein. Parce que vous êtes avec France Insoumise. Et c'est-à-dire, il était dans un quartier juif de gauche. Il accuse l'extrême droite juive, là. Hein. Oui. Non. Il l'accuse. Mais je crois que c'est Créteil ou Sarcelles. À Créteil ou Sarcelles, il considère ces gens comme des gens qui le harcèlent. Oui, mais c'est faux. De l'extrême droite juive, c'est ce qu'il dit. Oui, mais il dit ça parce qu'il y a une façon de vouloir sortir par le haut. Mais en réalité, vous savez très bien. Il dit être harcelé aussi par les LFistes. Écoutez, vous savez très bien que à Créteil ou Sarcelles, c'est pas des juifs d'extrême droite, c'est des juifs de gauche. Hein. On n'a pas eu l'extrême droite à la tête des mairies de Créteil ou Sarcelles. On n'a même pas eu un type de droite ou du centre. C'est surtout de la gauche. Rappelez-vous, on avait eu les DSK, on avait eu l'autre là, le Corse, je sais plus comment il s'appelle. Pupponi. À Créteil, je me rappelle d'ailleurs, Créteil, c'était la ville où il y avait la fédération UMP du Val-de-Marne. Et c'était, je crois qu'il s'appelait Catala, c'était un gars ultra gauche, PS, limite rouge en fait. Et donc donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, parce que la gauche sait faire quelque chose que la droite ne sait pas faire. C'est-à-dire que la gauche, elle peut faire fi de tout ce qui les sépare pour les élections. Et ils se mettront ensemble. Donc le jour de l'élection, ils se mettront ensemble. Et après, ils feront leur vie. Comme c'était le cas pour la NUP. Hein. Et donc après, ils feront leur vie. Après le 8 juillet, ils feront leur vie, je vous le dis.
il y aura quand même un grave souci, c'est-à-dire en allant piocher à droite, à gauche pour composer ce gouvernement, c'est le vote de confiance qui va devoir solliciter plus qu'une majorité absolue pour avoir le vote de confiance. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire le vote de confiance. C'est à la première loi qu'il va falloir passer avec un 49.3 et mais c'est quoi les prochaines lois à faire passer entre autres, la loi sur le budget 2025. Tu vas voir comme ça va être drôle à passer. D'ailleurs, on pensait déjà qu'elle ne passerait pas dans la configuration passée. Mais ça ne peut pas la nouvelle. Et rappelle-toi quand même que les Insoumis et les RN s'étaient réunis pour justement voter la motion de censure. Les motions de censure. Je vais lire, c'est déjà des précédents. Je vais lire un commentaire d'auditeur. Je ne lis pas, je ne choisis pas les commentaires. J'en ai eu un là. Non, j'en ai un autre. Celui-là, t'as pas l'air de vouloir le lire. Non, mais l'autre dit voilà, Virginie a bien le droit de prendre quelques jours de vacances auprès des siens pour souffler un peu, loin des multiples pollutions il est bien renseigné, cet auditeur ou cette auditrice. Oui, c'est un auditeur. Ouais. Peut-être qu'il connaît bien Virginie, je ne sais pas. À l'attention de Monsieur Borowski. Voilà, je n'ai pas choisi. Il est arrivé comme ça par hasard. Je le choisis pas. Tout à fait d'accord avec votre analyse. Voilà, bravo, cher monsieur. Il se dit que les commanditaires de monsieur Macron sont agacés par la situation créée par la dissolution. Les dissolutions étaient dans les têtes depuis plusieurs mois. Les partis souverainistes ne sont qu'une opposition contrôlée, une fausse opposition pour canaliser la colère populaire. Voilà quelqu'un qui a compris le scénario. Bravo. Mais c'est ça les auditeurs de Radio Courtoisie. Ils comprennent tout. Cette formule au mot près, c'est bizarre de quelqu'un que je en plus connais. Qui a téléphoné, donc c'est. Justement, c'est quelqu'un qui a encore plus investi pour Radio Courtoisie. Je suis sûr même que c'est un donateur. Je suis sûr que c'est un donateur et je lance. Je vais juste mettre un point final à tes hypothèses abracadabrantesques, mon cher Mike, qui va être... Alors ça, je fais le pronostic, puisque tu en as fait un, tu as dit voilà ce qui va se passer. Moi, je vais te dire ce qui va se passer. Ce qui est certain, je ne suis pas sûr qu'il y aura une majorité à elle seule du Rassemblement national. Par contre, je suis persuadé d'une chose, c'est que tu comptes les députés LFI qui vont arriver à cette assemblée, plus l'ensemble des députés RN, et là, tu as plus de 300 députés. Et donc, toutes tes stratégies, elles tombent à l'eau, parce que tu auras plus de 300 députés qui, dans tous les cas de figure, voteront des censures à la première loi venue, et donc le pays sera ingouvernable s'il n'y a pas une majorité RN. Alors ça, je t'en fiche mon billet. Tu veux que je te dise une chose ? Je connais un peu la politique. J'ai mis j'étais, à partir de mes 18 ans jusqu'à mes 33 ans, j'étais dans les partis politiques et j'étais dans les arcanes du pouvoir. C'est pour ça que j'avais choisi. Ni au RN ni chez LFI. T'étais justement chez des gens qui n'avaient aucune conviction. Non, mais moi j'étais. Les sarkozystes. Non, mais moi je vais te dire une chose. Mais pourquoi j'avais pas choisi le RN à l'époque ? Tu sais pourquoi j'avais pas choisi le RN ? Dis-nous. Parce que j'ai voulu tout de suite être dans les arcanes du pouvoir. J'étais très opportuniste. Sachez. Je bats ma coulpe devant les auditeurs de Radio Courtoisie. Mais vraiment. Et donc du coup, j'ai vraiment voulu être à l'intérieur et voir de l'intérieur les réalités. J'ai d'ailleurs été dans tous les syndicats étudiants de la droite, à Paris 2, machin. Donc j'ai vraiment. Du moment où tu es arrivé, la droite n'a plus jamais eu le pouvoir. On a eu Hollande et Macron. Bah si, je suis arrivé sur la fin de Sarkozy. Mais non. J'ai été chez Chirac d'abord, et j'ai été chez Villepin aussi, et j'ai été chez Sarkozy. Et donc tu es d'accord avec Villepin d'ailleurs pour voter LFI maintenant ? Je suis moins d'accord avec lui. Même si moi, et vous le savez très bien, je suis pour le Big Bang. Je suis pour le grand Big Bang. Et peut-être que. Il y a eu lieu il y a 15 milliards d'années. Non, le grand Big Bang en France. Le Big Crunch, là, je crois. Non, mais le grand Big Bang français, c'est-à-dire, je pense que la France ne peut s'en sortir qu'avec un effondrement, qu'avec le vrai effondrement. Et c'est peut-être ce qui va arriver. Et peut-être que d'avoir LFI, même si ça peut faire peur, je pense que ça peut faire peur, et peut-être que d'avoir LFI au pouvoir peut accélérer une forme de Big Bang salutaire. Parce qu'on ne peut pas continuer, ce pays ne peut pas continuer avec un déclin permanent où les gens s'accommodent. Parce que je remarque une chose, c'est que les gens s'accommodent du déclin. Ils ne disent pas, ah tiens, on décline. Ils s'en accommodent, ils disent, bon, c'est comme ça. Et puis dans 20 ans, on se réveille et on se dit, ah mais putain, en fait, on est la Bulgarie. Tu vois ? Je pense qu'il faut d'un coup devenir la Bulgarie. C'est pour ça que je dis qu'on est bon pour une révolution de couleur. C'est pour ça que je te dis. Là, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut d'un coup. On n'est pas tombé assez bas. Je pense qu'il faut tomber d'un coup et devenir la Bulgarie pour qu'il y ait un renouveau. Parce que sinon, il n'y aura pas de renouveau. Moi, je pense qu'avec le RN, il n'y aura pas de renouveau. Parce que le RN, pour moi, c'est un perpétuel déclin. Dans le sens où
qu'est-ce que fera le RN? Le RN, je pense qu'il arrivera un peu sur la sécurité, à faire baisser les chiffres de l'insécurité, et ça contentera un peu tout le monde de dire ça va. En fin de compte, le RN, ils sont pas si mauvais, mais le RN ne fera pas ce qu'il faut. Et donc du coup, nous continuerons dans le déclin perpétuel. Parce que tu crois qu'on les laissera gouverner? Que la rue même les laissera gouverner. Ils ont une majorité. Mais tu le crois? C'est fini les 2002. Écoute, moi, j'étais chez Chirac en 2002 quand Le Pen est venu. C'était assez impressionnant. La rue vraiment a été assez impressionnante. Aujourd'hui, c'est très peu impressionnant. J'ai même l'impression que les artistes, de moins en moins de très gros cadors artistiques parlent. Je veux dire, on n'a pas attendu Patrick Bruel, par exemple. Oui, mais la société s'est radicalisée, Mike, depuis 2002. Et il y a quelques centaines de milliers de personnes qui, à mon avis, sont prêts à en découdre. Pas vers la gauche. Tiens, Lara. Je voulais revenir justement sur la peur de Marine Le Pen et c'est ce sentiment d'aller à reculons pour faire des annonces fortes. Je rappelle quand même que c'est Marine Le Pen qui a ramené à l'Assemblée 89 députés. Donc son cahier de charges aujourd'hui, non pas de doubler même, mais de tripler quasiment son score. Pour arriver à 289, c'est quasi impossible sur papier en espace de 2 ans. Donc, elle fait déjà ce qu'elle peut. Donc, accordons-lui cet aspect-là. Après, il y a le fameux... Ils auront au moins 250 députés. Alors je fiche pense. Mon billet. Et moi, fiche-le, tiens. J'ai un offre aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez au sein de fameux arc républicain, vous avez quand même des LR qui s'associent avec les macronistes et qui n'insultent pas l'avenir. Ce sont des gens qui sont capables de passer au RN si le RN a besoin juste de débauchage. Des belles amies, des gens comme ça, on est bien d'accord. Sur qui il faut miser. Et ce n'est pas les écologistes qui vont composer le gouvernement, mais c'est des débauchages auprès des LR qui aujourd'hui sont dans le soi-disant arc républicain et qui demain passeront. Mais eux sont déjà débauchés. Non, ils sont pas tous débauchés. Aujourd'hui, c'est les second bras qui sont débauchés. Est-ce que tu penses qu'un Pradier sera pas débauché? Un Pradier, il ira chez le PS à la fin. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Mais Pradier, il pèse 20 députés. Oui, mais il y a des Marlex, il y a des Marlex. Mais Bellamy, il est à Strasbourg. Oui, mais il va passer. Olivier Marlex ira. Si demain on lui dit, mec, Olivier, tu seras, je sais pas, t'auras quel ministère? Tout dépend qui. Il ira. Mais qui sera en situation? Olivier Marlex, on le connaît depuis 20 ans, lui et son père. Mais qui sera en situation de lui proposer ça? Le groupe majoritaire, même si c'est une majorité relative. Voilà. Donc ça sera de toute façon le Rassemblement national et autour du Rassemblement national que les tentatives d'alliance auront lieu. Mais évidemment. Oui, et surtout, il y a un autre aspect. Oui, mais vous dites là, ils savent qu'il ne reste que 2 ans et demi. Ils s'engagent sur un mandat de 2 ans et demi. Donc, c'est très, très court. On peut pas... c'est très long pour vite se faire discréditer. En revanche, c'est très court pour une carrière politique. Donc, ils n'insulteront pas. Aujourd'hui, Macron n'a pas de grande réforme sous la main. D'ailleurs, quelle est la grande réforme Macron du premier quinquennat? On ne sait pas, hein, moi je la connais pas. Mais la réforme des retraites. Oui. Non, du premier quinquennat. Ah, du premier quinquennat. Il y en avait zéro. C'est travail, la loi travail. Non, mais la loi travail, c'est pas une réforme, c'était quelques virgules dans un code du travail. Il y a eu la réforme des retraites a été faite, il n'y a plus rien derrière, juste peut-être des ajustements sur le chômage, mais c'est pas des réformes ça, c'est juste de la rentabilité. La grande réforme, c'est la réforme institutionnelle, c'est la réforme sur les institutions européennes et l'adaptation des institutions françaises et de la France aux réformes institutionnelles européennes. C'est ça le grand œuvre de Macron pour la fin de son mandat. Et c'est pour ça que de toute façon, après les européennes, il était obligé de dissoudre. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est un coup de tête. Ah oui, c'est pas, déjà, je le pense aussi que c'est pas un coup de tête. Donc en fait là, tu me parles de budget, mais tu crois vraiment que les LFI, enfin une partie de LFI ou le RN va voter contre le budget? Mais bien sûr. Pour va faire tomber va faire tomber une majorité pour que au 1er janvier 2025 le professeur, enfin l'enseignant machin chose ou le flic machin truc ou le gendarme ou l'infirmier ou le gars d'administration ne soit pas payé? Parce que c'est ça là. Non, c'est sans rapport. C'est non, ça. mais non, il y a des possibilités. Non, pardon. Non. Mais c'est ça. Mais non. Bien sûr que si.
c'est ça quand tu votes. Je te le dis, bien sûr que c'est ça. Lorsque tu votes contre le budget national, mais non, il y a des autorisations. Non, c'est faux. C'est l'arrêt total du budget. Mais on n'est pas aux États-Unis, là, tu te trompes. Même aux États-Unis, ils trouvent la parade. Même aux États-Unis, ils ont trouvé la parade. Et puis, pourtant, on nous avait dit. Je sais sur quoi je voulais revenir parce que tu m'as fait évidemment digresser. C'est que en fait, une partie des LFI, parce que les LFI, c'est pas tous de Logu et Bompard. Hein. Il y aura parmi les 150 mecs. Il y a Pierre, c'est sûr. Il y aura des gars qui seront compatibles au pouvoir. Là, là, on en est. Tu prends tes règles pour les réalités. Sous-estimons. Écoutez. Moi, pourquoi je voulais en venir sur mon parcours, c'est que ne sous-estimons jamais ce que représentent les ordres de la République. Moi, j'ai vu des gars. Moi, j'étais attaché parlementaire. Alors, j'étais pas au Sénat. Bon, j'étais bien gradé, mais pas tant que ça. J'ai vu des mecs du MEDEF, des cadres supérieurs du MEDEF, alors que je gagnais 10 fois moins qu'eux, presque m'embrasser la main lorsqu'ils venaient à mon bureau au Sénat. Tu vois. Donc, alors que eux disaient ouais, il y en a marre de l'État, il y en a marre des énarques, des machins. On connaît la France et son capitalisme de connivence. Donc, ce que je veux te dire, c'est que lorsque le pouvoir viendra et leur dira voilà, on va faire. Moi, j'ai entendu les Français, je suis monsieur Macron, j'ai entendu les Français veulent l'union nationale comme un peu partout en Europe parce que c'est ça la nouvelle politique, la nouvelle 5e République, et donc je vais faire l'union nationale avec vous parce que vous êtes les meilleurs, vous êtes le seul, comme disait Giscard, ou vous êtes le meilleur d'entre nous. Eh bien les mecs, qu'est-ce qu'ils feront? LFI, autant LFI, certains, je parle pas tous, hein, autant LFI, certains qui sont ouverts ou LR ou Centre ou je sais pas quoi, eh ben diront ou PS, ils diront oui en effet, c'est peut-être la chance de ma vie, pourquoi pas. C'est comme ça que ça se passe. Ça vous le sous-estimez comme si ça n'existait pas. Mais à t'entendre, bientôt on va aussi avoir des députés RN qui vont venir nourrir cet axe central. Mais non, parce que eux, ils sont considérés comme cette fameuse extrême droite. Tiens, vas-y, cher Lara, parle un peu parce que là, lui. Je ne pense pas. Ah bon, d'accord. Donc, en fait, que je vais donner la parole à Jean-Édouard. Non, mais qui pense encore plus mal que nous. Il y a bien du cynisme en politique, ça, on est bien d'accord. Mais il y a des éléments qui sont quand même très importants, c'est-à-dire que le mandat très court. Aujourd'hui, engager ses frais pour aller sur un mandat de 2 ans et demi et pas plus, et avoir à retourner à voir les électeurs 2 ans et demi plus tard. Certes, les Français n'ont pas une mémoire longue, mais quand même, de là à s'insulter à ce point, ils auront du mal, beaucoup de mal, parce qu'ils tiennent surtout à avoir leur renouvellement de mandat de député. Alors, à toi, cher Nicolas. Cet aspect-là, il est primordial. Il avait déjà du mal à recruter Macron avant la dissolution. Il avait du mal, parce que il avait un bloc de droite, il avait un bloc de gauche. De deux côtés, c'était des modérés. Mais il ne peut pas passer à l'extrême, tout simplement parce que ça sera ingouvernable avec d'autres qui sont modérés, qui n'accepteront pas. Il ne gouverne pas. Là, aujourd'hui, il va traiter les affaires courantes pendant 2 ans et demi. C'est ce qui va se passer. On va traiter les affaires courantes. Mais non. Bien sûr que si. Affaires courantes. Alors, avec une guerre. Nicolas. Et après, je lis les commentaires. Enfin, quand je dis affaire courante, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des grandes réformes clivantes, c'est ça que je veux dire. Vas-y. Je crois que de 2 choses l'une. Soit il y a une majorité relative du Rassemblement national. Soyons quand même, regardons les sondages. Je suis désolé, on peut tirer des plans sur la comète, Mike, mais on voit quand même, et on a une certaine idée des projections en siège. On est capable de le dire, contrairement à quelques petites imbéciles que j'entends sur les chaînes d'infos en continu, qui expliquent qu'il est très difficile de prévoir la projection en nombre de sièges par rapport par rapport au pourcentage de vote. C'est faux. On arrive à peu près à voir ce qui va se passer. Et par contre, c'est vrai qu'entre 2 tours, ça peut varier à peu près jusqu'à 80 ou 100 députés qui peuvent basculer. Donc cette élection, elle n'est pas jouée. Il y aura un soir de premier tour. On verra ce qui va se passer entre le premier tour et le second tour de cette élection. On n'est pas au bout de nos surprises. Ça, là-dessus, on est bien d'accord. Néanmoins, pour l'instant... Il y a un malin qui dira aujourd'hui l'avenir. Hein. Par contre, pour l'instant, je dirais qu'il y a 2 hypothèses principales qui peuvent être retenues. Soit une
majorité absolue du RN, à ce moment-là, il faudra qu'ils gouvernent, ils n'auront pas le choix. Même s'ils seront à ce moment-là immédiatement empêchés et par la rue, et par les institutions européennes, et par le gouvernement des juges, et par le chef de l'État, entre autres, et puis par toutes les superstructures. J'aimerais quand même que tu conclues, parce que là, je vais lire tous les commentaires. Alors, je vais pas sélectionner. Sûr. Donc là, le premier élément, une majorité absolue. Et sinon, une majorité relative avec une France qui deviendrait ingouvernable. Donc là, la question qui se pose à ce moment-là, va-t-on vers un gouvernement technique ? Pour qu'on ait un gouvernement technique, faudrait-il encore, je dirais, dans un cas de figure comme celui-ci, que ça se passe bien dans la rue ? Rien n'est moins sûr. Les tensions internationales, aujourd'hui, on voit qu'elles ont des conséquences très lourdes sur la rue et sur la société française. Donc, je pense que l'association d'une absence de majorité au Parlement, auquel s'ajouterait le trouble dans la rue, et la voie ouverte à cet exotisme de la 5e Constitution, de la 5e République en France, c'est-à-dire l'usage de l'article 16, de la loi martiale, et la possibilité, pendant un camp normalement relativement court, mais on ne sait pas ce qui peut arriver avec ce pseudo-gouvernement de sages du Conseil constitutionnel, et à ce moment-là, avoir une sorte de dictature constitutionnelle, mais qui ne pourrait pas être éternelle. Merci, cher Nicolas. Là, je veux vraiment qu'il échange avec les gens, et je vais tout lire, je ne vais pas sélectionner, même si la dernière fois je n'ai pas sélectionné, j'ai lu 90% faut faire quand même attention des commentaires. Oui, bon. On est en direct. Attends, on fait confiance, faites confiance au peuple. Alors voilà ce qui se passe. Voilà, on a une élite cosmopolite autour de moi. On n'a pas confiance dans le peuple de Radio Courtoisie. Faites attention à l'Arcom. C'est honteux. Voilà, je le dis. Faites attention à l'Arcom, c'est tout. Non, je ne ferai pas attention parce que moi j'ai confiance dans nos auditeurs. Allez. Vos échanges sont d'une très grande richesse et cela m'incite à semer mon grain de sel. Voici mon analyse. La cabale contrôle nos élections depuis des décennies. Qu'est-ce que c'est la cabale alors ? C'est une cabale, il y a une forme de cabale, c'est ça. Avec un K ou avec un C ? Avec un C. D'accord. Donc c'est une cabale, écrit en français. Bon. S'il vous plaît, voilà. Ayez confiance dans la voix du peuple. Mais estime que Macron n'est plus assez fiable et veut le remplacer par Bardella. Par son adhésion à la franc-maçonnerie et aux idées européistes, le RN a vendu son âme à la cabale à une forme de cabale évidemment, et est parfaitement mondialo-compatible, donc il sera au pouvoir. Ah tiens, voilà, donc il va vers votre sens. Pose tes questions, allez vas-y. Eh ben non, ce ne sera pas repassage, mais cuisine et bons petits repas. Je sais pas de quoi ça parle, mais bon, je l'ai fait passer quand même. Analyse intéressante dans votre émission, mais ne pas oublier le rejet massif des inscrits envers Macron, en particulier envers les politiciens en général. Ne serait-ce pas une poudrière, donc une mise à feu, peut-être soudaine, avec un motif imprévisible actuellement ? Quelle réaction si nos Mozart de la finance servent directement dans l'épargne des Français? Dette publique, plus de 3 000 milliards, épargne 4 000 milliards, merci. Tiens, Lara. Alors déjà, je vais rebondir pour remercier les auditeurs par rapport aux échanges, riches échanges. Et je reviens sur ce qu'avait dit Nicolas concernant ce gouvernement technique. Quand on voit Hollande se présenter aux législatives, on comprend bien qu'il se porte candidat pour pouvoir derrière... Et ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille, ça Si, mais je pense que... Et Cahuzac, soutenu par la majorité, non plus. Non, mais Mike, voilà. ça montre que le système, il est complètement aujourd'hui à la dérive. Ouais, le système à la dérive. Je pense qu'ils ne comprennent même pas de quoi on parle et comment on vit aujourd'hui. Donc, je remarque des signaux qui sont envoyés par le camp du système, mais que notre ami Nicolas Stoker, que j'ai malheureusement appelé Sarkozy un jour, mais j'aurais pas dû parce que Sarkozy au moins avait un sens politique. Oh là là. Eh bien, ça va finir. Eh bien, il ne voit pas, évidemment, comme toujours. Mais Hollande, c'est un ex, c'est la République des ex. Oui. C'est pas nouveau. Ils ont, je le dis toujours, en France, on a coupé la tête du roi. Donc celui qui a perdu la magistrature suprême et qui s'imagine un avenir politique, il y a eu le pathétique Giscard, et puis maintenant il y a le petit Français au sang mêlé Sarkozy,
et le Corrézien, cette espèce de bouchon de liège là, qui est Flamby, ils se croient tous un avenir après avoir été président de la République. Or non, on est un pays, je vous dis, on a coupé la tête du roi, certainement bien à tort, mais en tout cas c'est ce qu'on a fait, et donc c'est terminé. Il y a une mise à mort politique qui est institutionnalisée sous la Ve République, donc c'est ce que j'appelle le retour des morts vivants, et ça ne correspond absolument pas à l'avenir politique de notre pays, je n'y crois pas une seconde. D'ailleurs, si vous regardez bien l'allure de François Hollande, quelque chose de frappant, c'est-à-dire il a toujours des costumes qui sont trop petits pour sa taille, il a toujours la chemise, les manches de chemise qui ne sont pas ajustées. Ça plaît en Corrèze, il a le niveau d'un conseiller général, ou on dit départemental. Est-ce qu'il va être élu, tiens ? Il compte sur le Pécno qui va dire ça, c'est un normal. Est-ce que tu penses qu'il peut être élu, Lara ? Mais je pense qu'il sera, oui, il sera élu député, ça c'est sûr. En revanche, je pense qu'il n'a aucun avenir politique et qu'il va falloir très vite. Ah non, il ne sera pas Premier ministre et très vite il abandonnera son siège en faveur de son suppléant. Donc on ne verra pas M. Hollande siéger à l'Assemblée. Alors, ça vraiment. Question d'auditeur, et là, c'est vrai, là. Mais cette allure-là, j'ai pas fini ma phrase. En fait, c'est pour rappeler qu'en fait, il est toujours normal. Donc, on est presque compatissant quand on regarde cet homme se déplacer en manchot avec ses costumes serrés. On dirait qu'il n'a pas assez d'argent pour acheter plus grand. La cravate alors qu'il a 15 000 € de retraite. Hein. Ah bah oui. Et qu'il a vendu. Tu sais qu'il a vendu une petite maison de ville à Porte de Bagnolet. C'est-à-dire dans le 20e, parce que dans le 20e, il y a quelques quartiers dans les arrondissements. Enfin, chaque arrondissement parisien a ses petites maisons de ville. Il y en a un ici, par exemple, pas très loin d'ici, du côté d'Aix-Almance. Et donc des sortes de rues privées, tu vois. Ouais. Et il avait ça à Porte de Bagnolet. Et je vois très bien cette rue, elle est pas loin du périphérique. Et dans le 20e arrondissement, il y a une genre de rue privée où il y a des belles maisons de ville. Et il a acheté avec Madame Julie Gaillet, à l'époque, je crois, pour 2 millions d'euros, une maison de ville, qu'il a vendu 4 millions d'euros. Ah, bon. Très récemment, genre il y a 1 an ou 2. C'est donc un normal qui est millionnaire. Son ennemi, c'est le fric. Ah oui, et c'est un normal qui est millionnaire. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais poser une question d'auditeur, et cet auditeur a totalement raison, parce que vous êtes des analystes, des spécialistes, mais évidemment, vous n'avez pas voulu en parler, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'en vois ça comme ça. De quoi donc ? Bravo pour cette émission, mais pourquoi personne ne parle-t-il le Bobino dans 3... Ah ben je vais mettre maintenant le Bobino, tiens, voilà, le Bobino. Le suspense est à son comble. Voilà. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir. Soutenez Radio Courtoisie. Voilà, soutenez-nous pour qu'on ait des émissions comme celle-ci, qu'on ait du beau matériel et aussi des carafes d'eau. Parce que ça coûte quand même. C'est notre budget, c'est la carafe d'eau et nos 3 verres. Voilà. Ah, les casques et les micros. Voilà, les casques et les micros. Mais le budget de l'émission, c'est ce qui s'ajoute, c'est celui-là. Bon, alors. Bravo pour cette émission, mais pourquoi personne ne parle-t-il de la présence de la CIA dans nos affaires depuis la présidence de M. Sarkozy ? M. Wissner ayant épousé Christine de Ganay, première femme de Paul Sarkozy et mère du demi-frère de Nicolas. Et d'où vient cette dissolution ? Pourquoi ne pas évoquer ceux qui nous veulent du bien et qui nous financent depuis des années ? Kravis & Co. Prions pour sortir de cette honteuse veulerie et médiocrité, courtoisement. Bon alors là-dessus, je peux répondre que d'abord, bon là, c'est pas nouveau que la CIA s'intéresse au cas de la France, elle s'y est toujours intéressée. On les remercie encore, par exemple, pour une partie des agitations de mai 68, ça c'est évident. Après, c'est vrai que depuis le Sarkozy l'américain et son élection en 2007, qu'il est allé fêter d'ailleurs aux États-Unis, sur le yacht d'un de ses amis oligarques, on a affaire, en effet, là, ils vont directement, puisque de toute façon c'est à côté, là, l'ambassade et l'Élysée, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ils vont recevoir une partie de leurs ordres, de leurs commanditaires. Je dirais ce qui est le plus flagrant aujourd'hui, c'est l'adoubement par Sleepy Joe
mais il y a ses conseillers qui sont derrière, il y a l'État profond américain, de Macron. C'est-à-dire que Macron fait des offres de services aujourd'hui, il veut absolument sortir de cette mauvaise passe, brûler éventuellement son pays, s'asseoir sur ses décombres pour devenir le président de l'Union européenne. Et pour cela, il est allé chercher les clés de la maison chez les véritables propriétaires de Bruxelles. Et c'est pas à Bruxelles qu'on le retrouve, bien sûr, c'est aux États-Unis. Il y a eu une visite d'État il y a peu de temps aux États-Unis de Emmanuel Macron. Soyons plus courts pour nos réponses, parce qu'il ne reste que 45 minutes, hein, c'est pas beaucoup. Et en plus, nous aurons des questions d'auditeurs. Donc, allez. Ah bah, moi je suis tout à fait d'accord et je suis prête à parler de la CIA. On a par exemple un étrange homme politique qui vient en arbitre alors qu'il aurait pu être à chaque fois renvoyé à son côté extrême, etc. C'est Robert Ménard, fondateur de Reporters sans frontières, l'homme qui aujourd'hui se permet de discréditer Marine Le Pen, Éric Zemmour, tous ses anciens amis qui ont permis, d'ailleurs, maintenant il n'insulte plus l'avenir parce que sa femme est aussi dans la course à l'Assemblée, donc on le voit un peu moins. Mais c'est effectivement, je pense que la CIA est très très présente. Et il a donné un brevet de conformité. Il se trouve, durant les élections européennes, Robert Ménard disait être de tous les candidats à cette élection le plus proche de Glucksmann sur le passé, sur lequel on pourrait revenir. Alors, entre autres en tant que conseiller en Géorgie. Auditeur, je me régale à vous écouter, pourvu que mon repas le soit aussi. Régalez-vous avec votre repas, ça dépend qu'est-ce que vous mangez au déjeuner. Tiens, écrivez-nous pour savoir ce que vous déjeunez aujourd'hui. Voilà. Qu'on sache ce que mangent nos auditeurs, parce qu'on doit être près de vous. Oui, mais il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, évidemment, et dont je salue l'analyse de l'auditeur qui tout à l'heure là sur la CIA. C'est que regardez, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il n'y a que Macron qui fait le gouvernement? Est-ce que vous pensez que Bruxelles va pas mettre... Tiens, le jour où, par exemple, Macron fera venir les présidents de groupe ou les présidents de parti dans le bureau d'Élysée, est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas un émissaire de l'Union européenne qui dira ok d'accord les gens si c'est Mélenchon et Bardella vos taux d'intérêt c'est 10%, donc soit vous acceptez d'être dans le gouvernement et vous faites une jolie photo d'union nationale, soit la France ça va être faillite. Vous pensez qu'il n'y aura pas ça? Parce que regardez, par exemple, qu'est-ce qu'a dû faire Madame Meloni? Par exemple, parce que voilà, souvent les gens me prennent l'exemple de Madame Meloni, oui, c'est une rebelle. Au bout de 24 heures, Madame Meloni a embrassé la main de Madame von der Leyen. Mais vous pensez que ce sera différent? On n'a jamais dit. Est-ce qu'on a dit le contraire, là, on parlait d'élections et maintenant tu te projettes parce que en fait, vous pensez que le gouvernement ne se fera ce sera que Macron qui sera décisionnaire. Non, mais je vous le dis, Macron ne sera pas. Ce que je veux dire, c'est que Macron fera. Il amènera les gens, les politiques, les responsables politiques dans son bureau. Il aura l'émissaire de l'Union européenne, et c'est comme ça aussi qu'ils feront pression pour ce gouvernement d'union nationale. Voilà, mais c'est vous qui le dites quand vous dites les ministres écologistes vont manger à la soupe, etc. Bien sûr. Mais et même vous savez quoi? Même Monsieur Roussel sera ministre. Et vous verrez. Moi, Vous savez, les communistes, ils sont pas à une connerie près. Hein. Ils ont été ministres d'union de la gauche en 80, hein, n'oubliez pas. Hein. Le ministricule Roussel qui. Bah oui, est-ce que vous pensez que le bloc central et le bloc LFI constitueront une majorité absolue en s'alliant? Non, j'ai pas dit bloc LFI. J'ai dit bloc central, bloc LR et bloc vert, PC, PS, indépendant et quelques LFI compatibles. Bon, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ils n'auront pas la majorité absolue et on reste sur toujours le même problème des votes de mention de censure. Donc là,
ça va être ingouvernable à ce titre-là. Moi, j'aimerais répondre à cet auditeur ou à ce que tu as dit, Mike, concernant l'Union européenne et le rôle de l'Union européenne. En effet, il est déjà sorti une note comme quoi un certain nombre de pays, dont la France, mais il y a aussi l'Italie, il y a la Hongrie, il y a la Pologne, il y a la Belgique, qui sont dans le collimateur pour un déficit excessif. Il y a des amendes à la clé et comme par hasard, juste avant le vote des Français, on nous parle de ça. On nous parle évidemment du swap entre les taux d'intérêt allemands et les taux d'intérêt français qui risquent d'augmenter l'écart grossier en très peu de temps. C'est ce qui est arrivé à Giorgia Meloni. Dans l'émission précédente, j'ai conseillé en effet aux auditeurs de lire un article très intéressant et fourni dans le Figaro sur le revirement en quelques jours, en effet, de Giorgia Meloni à l'orthodoxie et pas seulement à l'orthodoxie budgétaire européenne. Donc bien évidemment qu'il y aura des tensions. On le voit de toute façon, il y a maintenant Macron ne reçoit pas un grand dirigeant étranger sans la présence de Madame van der Leyen à ses côtés. Donc tout ça, on a compris, en effet. Et surtout, moi, ce qui me surprend, c'est que l'Union européenne agit avec les pays comme les banques avec leurs adhérents. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes pauvre, vous êtes frappé d'agio. Donc en fait, quand vous êtes pauvre, vous devez payer encore plus. C'est quand même hallucinant. On vous met la tête sous l'eau, comme si vous ne l'aviez pas déjà assez. Pour être sûr de vous noyer, quoi. On garde la tête sous l'eau. Donc, il y a cette menace, on dit que la France va être mise sous tutelle du FMI, sous 2,5 tutelle de milliards Bruxelles. Alors, auditeur, un candidat du RN s'est fait agresser très violemment et cette agression a provoqué un AVC. Il est en réanimation ou en soins intensifs. Pourriez-vous en parler? Donc, a-t-on des nouvelles de ce monsieur? Il sera en tout cas, d'après les dernières informations, au moins jusqu'au soir du premier tour, voire en tout cas jusqu'aux élections hospitalisé. Il s'est fait sauvagement agresser par l'extrême gauche, je crois, sur un marché. Il s'appelle Hervé Breuil. J'ai vu plusieurs images de ce type. C'est vraiment tout à fait inadmissible, d'autant plus qu'on se demande à ce moment-là qu'est-ce que fait Darmanin. Et ça fait pas l'ouverture des JT. Ah, du tout. Ah. Alors en sens inverse, vous imaginez. Mais rappelez-vous, les permanences qui étaient taguées, c'était tout de suite halte à l'extrême qui nous menace, etc. Là, cette personne, Hervé Breuil, il est, oui, effectivement, violemment frappé. Nous souhaitons par donc du coup un prompt rétablissement à Hervé Breuil et je lui souhaite même de gagner cette élection. J'espère qu'il sera député. Ouais. Parce que ce qui s'est passé, c'est quand même honteux. En tout cas, vous voyez l'anomie de nos dirigeants qui ne jurent que par le juge et par la loi. En réalité, il n'y a quasiment plus de loi aujourd'hui en France. C'est absolument inimaginable qu'on puisse frapper comme ça un candidat au vu et au su de tout le monde. Moi, j'ai vu des images. Ils sont frappés devant tout le monde. On déchire leur tract, on leur crache à la figure et rien n'est fait. Et alors, ils le font en plus, certains à visage découvert. Donc, il n'y a plus de loi pour ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, j'espère, on pense sincèrement à monsieur Hervé Breuil et j'espère vraiment qu'il va gagner. Alors, auditeur, le 18 mars 2022, c'est le docteur Hamelin qui s'interroge sur Twitter. Gérald Darmanin a confirmé la société Dominion pour compiler les résultats de l'élection de 2020, la même qui a accusé aux USA d'avoir manipulé les votes lors de la dernière élection en faveur de Biden. Vladimir Poutine va-t-il lâcher avant avril les infos qu'il a sur l'élection de 2017? Bon, ça je sais pas, mais tiens, qu'est-ce que vous en pensez du fait que la société Dominion 2024? Et moi je l'ai dit tel que je pense, les législatives sont très difficiles à truquer. Très difficile parce Pourquoi? que vous avez chaque candidat, il est investi de la tâche qui est la sienne, son élection, et il peut contrôler ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer à la préfecture le lendemain de l'élection pour vérifier les listes d'émargement. Vous avez chaque bureau de vote qui rend compte sous la surveillance des scrutateurs et des assesseurs. C'est impossible. Après, quand il s'agit d'élections nationales avec des listes et les proportionnelles, là, vous pouvez truquer. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Lara. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est dans les faits, sur le papier. Après, on connaît les candidats. Moi, j'ai été mandataire aussi pour deux candidats, pardon. Donc, j'étais directeur de campagne en 2002 pour un candidat qui était le candidat UMP qui était face à Marie-Georges Buffet. J'étais mandataire pour la candidate UMP de 2007. Les candidats sont pas aussi
on va dire, malins pour faire ce que tu dis qu'ils vont faire. Ça, je n'y crois pas trop. Hein. Et quand je vois, et en plus, je l'étais pour des candidats à l'ancienne qui connaissaient vraiment, voilà, pour des maires et maires adjoints. Et je ne vois pas les nouveaux candidats qui ont 35-40 ans, qui comprennent pas trop les institutions, faire ce que tu dis, quoi. Ça, j'y crois pas. Mais Mike, il suffit qu'il y en ait un qui cherche à contrôler. Et qu'il soit dans l'opposition, c'est fini. Il est impossible de truquer quoi que ce soit. Vous pouvez invalider un bureau de vote alors, quand autant il y a sur des un anomalies. Ouais, je suis pas aussi optimiste. Qu'est-ce que qu'en penses, toi? Eh ben alors j'en pense, je vais justement, puisqu'on parle de Dominion, qu'on parle des dernières élections volées de Donald Trump, laissons notre expert, Donald lui-même, nous dire ce qu'il en est du trucage. Il maintient absolument tous ses propos sur la façon dont on lui a volé les élections de 2020. Mais au final, il a perdu. Et en 2020, oui, mais alors voilà, il explique comment on peut éviter cela. Alors déjà, il y a une différence quand même notoire entre la France et les États-Unis, c'est que pour l'instant, en tout cas, il y a eu des coups d'arrêt par rapport au vote électronique. Donc certes, on s'est rendu compte que les machines aimaient Macron, c'est pas étonnant, lui-même étant quelque part un peu une machine, mais heureusement, ça reste très limité en France aujourd'hui, ce type de vote. Et puis le vote par correspondance, on ne l'a pas. Donc il y a un risque au moins. Après, ce que dit Trump, il le dit pour la prochaine élection. Il dit on ne pourra pas éviter un certain nombre de tricheries, puisque de toute façon, ils sont tricheurs, ils sont voleurs. Et ils sont menteurs. L'État profond, les néoconservateurs et ceux qui soutiennent aujourd'hui Biden, quand on voit l'état de sénilité son état actuel. Il dit la chose suivante, parce qu'il faut savoir qu'en plus c'est des États, ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire des États qui peuvent basculer très rapidement d'un camp à l'autre, et c'est eux qui font les élections aux États-Unis. 3%. Il dit si l'écart entre les deux candidats est de plus de 3%, on ne peut pas réussir à tricher. On peut réussir à tricher jusqu'à peu près 3% d'écart entre les candidats. À la marge, il y a une possibilité résiduelle de tricher. Donc, je le dis tout de suite à nos amis souverainistes qui pensent que leurs candidats ont fait 25 ou 30% et qu'on les met à 1%. Je pense que c'est légèrement excessif. Vous avez retourné votre veste, non, Nicolas. Non, j'ai pas du tout retourné ma veste. Je lutte contre cette espèce de parce que ça finalement, ça c'est pour ne pas aller voter, mais pour les mauvaises raisons. Ne pas aller voter en disant c'est parce qu'ils trichent. Si on commence à se mettre à l'esprit que c'est tricher, que tout est joué d'avance, ça c'est quelque chose que le système a intérêt à instiller dans les esprits. Donc je dis non, c'est pas possible. La triche ne peut être qu'à la marge. Par contre, s'il y a un engouement massif pour un certain nombre de candidats, vous pouvez toujours courir. Ils ne pourront pas tricher à ce point. Donc il faut rester très optimiste sur les résultats des élections. N'oubliez pas que la triche ne se fait pas sur des gars à 1%, c'est pas vrai, je suis totalement d'accord avec toi, mais n'oubliez pas, moi je me rappelle de la campagne de 2008, tiens, la campagne de 2008, il se trouve que j'étais au siège à l'UMP et nous pilotions les municipales de 2008. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? La droite à l'époque avait perdu, je crois, une centaine de villes de plus de 50 000 habitants. Pourquoi ? Parce que les sortants parce que rappelez-vous, en 2001, la droite avait fait carton plein, ils avaient quasiment l'ensemble des municipales. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que il y a eu des différences de 1, 2, voire 3% sur le second tour. Et c'est ça joue énormément, cette dernière différence qui fait que ça bascule vers un siège, ou ça ne bascule pas sur un siège. 81 ou 100 sièges. Voilà. C'est ça. C'est ce qui s'est même encore passé en 2022. Monsieur ou madame. Mais Mike, ça s'est passé en 2022. Oui. C'est-à-dire en 2022, la majorité, il devait avoir une majorité, et puis il y a eu une ou deux erreurs de communication. Il a perdu en l'espace de quelques jours 80 ou 100 sièges. Il y a eu, je pense, la finale de Ligue des Champions, parce que c'était l'entre-deux tours, qui a fait que les gens ont dit mais M. Darmanin nous prend pour des cons. Et pour le coup, il faut se dire aussi une chose, c'est que c'est TF1, France 2, la 3, RTL, la France Inter, des chaînes comme ça, vraiment, pour moi c'est ça le vrai chaîne du mainstream, plus que du système, pardon, plus que BFM où c'est très résiduel. Arrêtons de leur faire la pub. Non, je leur fais pas la pub, mais c'est en tout cas de toute façon celui qui regarde TF1 actuellement ne nous écoute pas. Donc bon, ce que je veux dire, voilà, c'est que il peut y avoir des bascules, voilà,
de 1 ou 2% vers des candidats dits du système. C'est la prime majorité. Voilà. hein, Alors quand je me répète encore une fois, quand je dis candidat du système, ce n'est pas que En Marche et Horizon. Ce n'est pas que En Marche et Horizon. Voilà. Cher Lara. Moi, par rapport à votre analyse sur la triche électorale possible, je rappelle simplement que justement, lors de ces élections européennes, c'était un scrutin national sur des listes. Donc là, vous avez tout un tas de petites enclaves où vous pouvez basculer. Vous avez un nombre d'inscrits et vous avez un nombre de votants. Et c'est là où vous pouvez jouer avec les petites listes qui n'ont pas de représentants qui contrôlent, et vous pouvez basculer leur vote sur des grands candidats. Oui. Et ça, c'est tout à fait possible, et je pense que c'est bien pratiqué. Je réponds de ce que je dis. Donc ça se serait bien pratiqué aux européennes. Exactement. Donc aux européennes, nos amis souverainistes auraient fait un peu plus. Oui, je pense que nos amis souverainistes auraient Se sont fait voler des voix. On fait plus dans les petites dans les petites ami communes. Souverainiste, ton ami souverainiste, pas tes amis, moi, je ton parle ami. Non, C'est ça mais, que tu veux dire. Mike, je parle des petites listes. Je parle des petites listes. Ces petites listes, en fait, elles sont considérées comme entre guillemets Qu'est-ce qu'elle inutiles l'aime dans ces son petits amie, villages. elle l'aime tellement. Alors là, c'est vraiment, moi, je me ferais du souci pour toi. Alors vraiment, je me dirais là, je me dis il y a quelque chose qui se trame. Parce que c'est pas possible. Là. Je vous dis simplement que là, vous avez un intérêt direct d'un candidat sur une circonscription. Il est beaucoup plus difficile de faire quoi que ce soit parce que vous avez le candidat LR qui va contrôler les bureaux de vote de 1 à 10 et vous avez le PS qui va contrôler de 10 à 20. Et ils n'ont pas les mêmes critères moi j'ai été mandataire. J'ai été mandataire pendant 10 ans. Mais Mike, j'ai tenu des bureaux de vote, moi. Écoute, je n'ai jamais réussi, et pourtant j'avais une mairie avec moi. J'avais une mairie, c'était la mairie d'Épinay. Je n'ai jamais, même à Épinay, qui avait une mairie, j'ai jamais réussi à mettre assesseur et assesseur suppléant et il y avait un autre terme, encore autre chose, et délégué. Sur chaque bureau de vote, j'ai jamais réussi à le faire. Et pourtant, Dans la jeunesse militante de mais j'ai jamais réussi. mais- Est-ce que vous pensez que le RN va réussir à le faire? N'oubliez pas qu'il y a Mike, des dizaines et des dizaines de milliers de bureaux ton de vote. exemple est est un contre-exemple. Pourquoi Parce qu'à Épinay-sur-Seine, moi qui habitais à Épinay-sur-Seine, il n'y avait aucune masse de militants. Sur bande de Cossy, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais sur non, Cossy, il il y en avait. pas. Mais non, il n'y en avait pas. J'avais 300 adhérents. Non, au Moi, moins. quand il s'agissait de 300 adhérents, il t'a fait avec 200 votes. avec Non, quelques, Lequel voilà, enfin, c'était Mais par famille. Je C'est me ça, suis 5 présenté membres, à Épinay dont- aux législatives et j'y ai fait. Et souvent des étrangers de papier. alors, J'ai fait en divers droite en 2012, j'ai fait 1600 voix, pardon. Oui, Voilà. mais Ça fait combien de pourcents À Épinay, j'ai fait 6%. Non à mais Épinay. T'as été Mike, à Épinay, remboursé. vous acceptiez à l'époque des gens qui étaient étrangers, qui étaient dans vos Voilà, adhérents. c'est une diffamation. Non, c'est pas une Alors là, diffamation, c'est la réalité. je prends- À Épinay, vous aviez De 300 quoi adhérents qui Non, mais qu'est-ce que ça étaient veut tous dire des sans-papiers, enfin, ou qui avaient une carte de quoi séjour. Ils peuvent pas voter quand même. je Non, mais vous alors assure. ça, Et je forcément, ils ne m'insurge. pouvaient pas tenir un bureau de vote, et forcément, ils pouvaient être ni scrutateurs, mais ni je ni m'insurge assesseurs. C'est contre la ces réalité. Ah bah, elle est belle, la diffamatoires. Et je salue l'actuel maire d'Épinay qui est toujours maire depuis 2001. Elle est belle, Monsieur la Hervé Chevreau, elle est belle, la centriste. cuisine Et électorale. qui a été, et il a été maire grâce au Non, mais RPR. Elle est Donc, c'est pour ça que j'avais du monde. les élections et l'intérieur des partis, c'est pas du tout la même chose. À l'UMP, on n'a Non, pas non, mais non, de non, la là, nationalité, là, on peut être adhérent, il n'y a pas de problème. Non, on mais est là, chien, là, on peut je- voter. Arrête. Non, on mais est là, même je chien, on peut m'insurge. voter. Non, mais là, j'ai même envie de demander à Jean-Edouard de couper le micro. Parce que là, il y a des C'est propos. la vérité. Il y a des pourtant. propos Alors, injustifiés. regarde, je te Vas-y, vois vas-y. toucher compulsivement Ah oui, là, je suis le très feuillet de tes compulsif, là. questions. Alors vas-y, pose Là, je tes suis très questions. compulsif. Pose tes questions. Il faut que le RN réintègre d'urgence son candidat injustement accusé d'antisémitisme par les médias du système. Voilà. Je suis Et d'accord. alors là, je le dis ouvertement. Voilà, regardez. Et ils n'ont aucun pouvoir de ne pas le faire. Au premier article de 5 lignes de Libé, qu'est-ce qu'a fait le RN? Ils ont enlevé l'investiture C'est de ça. ce malheureux Ça se candidat. déballonne Bravo, tout de bravo. suite. Et après vous là, les deux là, Mais non, mais vous pas- me dites oui, Au contraire. ils vont faire ça contre Macron et ils vont faire ça. Ah, Ils vont faire rien du tout. mais Allez. j'ai dit qu'ils allaient Allez. faire quoi contre Macron?
qui vont imposer Bah, je rien ne sais du tout. quoi. Je te dis le contraire. Je Par rassure contre, l'auditeur. oui, ils cèdent facilement aux intimidations. On en a parlé ce matin. Et ça, c'est d'ailleurs pour ça que les intimidateurs les intimident. Puisqu'à gauche, même je le dis, les 3 fois fiché S restent candidats. Eh bien oui, il y a une différence qui est dramatique. Mais comme de même, on peut agresser un candidat RN sur un marché, lui casser la gueule. Et par contre, si on fait la même chose pour un candidat de gauche, on en entendra parler encore dans 20 ans. Charlara? Et moi, j'avais juste à dire que de toute façon, le RN est bien malheureux de retirer l'investiture parce que le candidat est déclaré, il est inscrit sur une élection, il va y aller de toute manière. Donc, eux, ils insultent l'avenir. Hein. Là-dessus. Alors, auditrice, Monsieur Héral, je ne sais pas qui c'est, a été invité sur Catholique TV et a prescrit de lire le rosaire jusqu'au 24 juin pour le monde entier et pour la France en particulier. Oui. Tiens, j'ai une petite anecdote marrante sur la croix, parce que tu sais que un des éléments forts de la Macronie, c'était la Bretagne et donc le vote catho de gauche en Bretagne, qui s'est écroulé 43%, ça on a des chiffres qui commencent à être intéressants, sur les européennes, et ça explique beaucoup de la bascule actuelle. 43% des électeurs considérés comme catholiques ont voté pour le Rassemblement national lors de ces dernières élections. Ça, c'était surprenant. Et alors, le journal officiel de la catholicité du Vatican, La Croix, a voulu mettre en avant un certain nombre de personnalités catholiques qui appelait à voter et à faire barrage plutôt au Rassemblement national. Et alors là, on y a trouvé des noms extraordinaires, et ça va te faire rire, surtout au rapport avec l'émission que tu as fait hier, puisque parmi ces personnalités qui ont signé en ligne, et le modérateur n'y a rien vu, n'y a vu que du feu, il y avait Jean-Michel Trogneux, qui en tant que catholique votait pour ça, le gars qui a caché les terroristes à Saint-Denis. Oui, Jamal. Voilà, Jawad, la vérité. On va dormir chez Jawad. On va dormir chez Jawad. Qui a voté Mesrine. Ils ont laissé passer Mesrine comme ayant un bon catholique qui a appelé à faire barrage au Rassemblement national. La rédemption existe. Des médias mainstream tels que La Croix. Alors, le repas de madame, elle nous répond, un bichoco et un caponata. Laissez-nous-en un, s'il vous plaît. Un commentaire d'auditeur. Je ne comprends pas pourquoi Mike cite toujours la Bulgarie comme le mauvais exemple. Mais on se demande bien d'ailleurs. Mais qui s'y réfère à sa très chère Pologne. Pas un exemple en quelque chose de vraiment bien. Oui, pardon. En plus, c'est une Bulgare qui m'écrit. Pardon, madame, je ne devrais pas. Surtout, géopolitique profonde, voilà, quand en même. Plus. Moi, j'entretiens les meilleures relations du monde avec les principales chaînes en Bulgarie, puisque je vais d'ailleurs être interviewé par une journaliste bulgare qui est à Paris pour parler des élections législatives. Je bats ma coulpe, chère madame. Surtout qu'en plus, sachez que à l'époque communiste, quand vous disiez je vais en vacances en Bulgarie, vous disiez oh là là, monsieur ou madame vont en vacances en Bulgarie. Bah oui, c'était les sables dorés de Bulgarie. Ah oui, voilà. Donc ça, faut pas l'oublier. Hein. Donc je ne sais pas, c'est vrai. Pourquoi j'utilise ce mot? En plus, j'aime beaucoup la Bulgarie, vraiment. L'équipe de Bulgarie, j'ai beaucoup aimé cette équipe de foot avec Stoichkov. Quand vous étiez petit, t'as pas aimé les petits yaourts bulgares que tu Non, je sais pas pourquoi je dis ce terme. Donc je m'en excuse, j'ai pas ma coupe. Elles sont jolies les Bulgares. On les dit avec des pommettes hautes. Mais quel pays je devrais dire? Tiens, quel pays je devrais citer dorénavant? La Pologne, c'est bien. Non, la Pologne, maintenant il y a la Croatie. Non, mais je peux dire la Pologne. Enfin, moi, ça m'est égal. Je peux bâcher de la Pologne. Et ça m'arrive de le faire. Et vous êtes témoin. Non, moi, je préfère les Tchèques. Voilà, on va parler des Tchèques. Parlons. Va te faire voir chez les Tchèques. Non, mais ce que je veux dire, c'est des pays qui marchent. Le Kosovo. Moi, je veux parler d'un pays qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Le Kosovo. Allez, on va parler du Kosovo. Voilà. Et moi, je rappelle aux auditeurs que quand même, les Bulgares sont très à la mode parce qu'en plus, à chaque fois, quand on dit Bulgare, on sous-entend les Russes, alors qu'il n'y a aucune amitié aujourd'hui entre l'État de Bulgarie et la Russie. Ah non. C'est vraiment... la Bulgarie est classée au même niveau en termes de pays non amicaux que la France. C'est le même niveau. Ah oui.
Donc, Pourtant, les Bulgares, j'aurais cru qu'ils étaient proches. Ils ont la même religion, le même alphabet. voilà. Ça parle la langue bulgare. Bon, c'est du slave, mais c'est un peu. Il y a un peu du. Enfin, je trouve que. Tu sais, si tu n'apprends pas le russe étant bulgare, tu parles pas russe. Ouais, c'est pas vrai. En Europe de l'Est, à part la Slovaquie et la Hongrie, qui sont en effet qui refusent en effet d'entrer dans l'engrenage de l'OTAN en Ukraine, l'ensemble des pays d'Europe de l'Est aujourd'hui sont tout à fait alignés avec l'OTAN et avec la position belliciste des Occidentaux. Je dirais le Kosovo dorénavant, chère madame. Et je salue évidemment les Bulgares qui nous écoutent, dont madame, évidemment, je la salue. Et si elle veut venir ici voir un peu comment ça se passe, parce qu'elle est la bienvenue. Laver l'honneur de la Bulgarie. Voilà, on lave l'honneur de la Bulgarie. Si le RN gagne les élections, va-t-il enfin dénoncer et arrêter l'empoisonnement des Français par les épandages aériens ? Mais en tout cas, il fait un temps pourri actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est lié aux épandages, mais alors vraiment qu'ils arrêtent dans ce cas-là. Qu'ils arrêtent. Bon, je crains que ce sursaut nationaliste soit broyé, car les institutions françaises n'ont plus aucun pouvoir. Hélas, je ne veux pas être négative, mais cette question se pose. Mais oui, ça se pose, et vous y répondez pas. C'est ça le truc. Mais si on y répond, bien sûr. On pense même que de toute façon, tout va être fait pour empêcher la libre expression populaire. C'est évident. Ça explique d'ailleurs pourquoi il y a autant de gens encore qui s'abstiennent. Bien évidemment, qu'on voit bien les dangers, les récifs. Néanmoins, c'est toujours mieux que d'avoir une majorité introuvable. D'ailleurs, nos analystes politiques, quand ils parlent de majorité introuvable, aujourd'hui, ils disent l'inverse de ce que c'est. La majorité introuvable, c'est la Chambre Bleu Horizon en 1919 qui avait amené justement un bloc national au pouvoir. C'est absolument l'inverse d'une absence de majorité. J'ai un message aux abstentionnistes. De toute manière, commenter ce qui se passe dans la vie politique, s'y intéresser de près ou de loin, ça n'a peut-être aucun sens quand on est abstentionniste. Dans la réalité, dans ce qui se passe actuellement, il n'y a pas d'autre grille de lecture. Si vous êtes abstentionniste, alors c'est que la politique ne vous intéresse pas, votre avenir, vous en fichez et que tout va bien dans votre vie. Voilà. Très bien. Merci. Autrement, il faut aller voter. Oui. Merci pour cet échange. Il me semble que votre analyse reste très... Et là, je vais acquiescer, je suis désolé, j'acquiesce auprès de ce que dit le peuple, reste très circonscrite au logiciel du système. Une autre analyse consiste à faire abstraction du clivage des partis et du langage républicain, et de voir que la représentation nationale est constituée des Girondins et de Jacobins, et que du côté des électeurs, vous avez une majorité de chouans, gens qui se croient de droite ou abstentionnistes, qui sont lassés du changement perpétuel et qui veulent vivre avec tranquillement en famille. La question qui est, à quand les colonnes infernales ? Je pense que, contrairement à cette analyse, l'être humain a besoin et se projette toujours dans un futur. Il ne rêve pas que de vivre en famille, il s'y ennuierait à mon avis rapidement. Et donc, le peuple français, en tout cas, est un peuple qui a la passion de la politique. D'ailleurs, son fort taux d'abstention est un signe aussi de cette passion pour la politique, et pas du tout d'indifférence, mais d'abstention rageuse, d'abstention colérique. J'ai été un abstentionniste convaincu pendant de très nombreuses années, et Dieu sait pourtant combien la vie politique me passionnait. Donc ce peuple français, ce peuple gaulois réfractaire, disait Macron, et avec une bonne dose aussi de francs, de germains, et qui représente un peu l'élite de notre pays, et ce conflit permanent entre cette élite et le peuple, c'est justement une marque de fabrique de la France. Donc nous aimons ça, nous la politique, nous aimons nous entredéchirer, c'est ce qui fait le succès de ton émission par exemple, Maï. Cher Lara ? Je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est un peuple très très politisé, mais encore une fois, il est politisé non pas sur les personnes, sur les courants politiques, mais sur les enjeux un peu plus touchant l'avenir, sur les idéologies. Donc voilà pourquoi moi je sais que par exemple le jour du vote, quand vous êtes président de bureau de vote et que vous sortez pour observer un petit peu ce qui se passe parce que ça fait partie de votre de ce que vous devez, de vos tâches, vous voyez des personnes qui arrivent et qui découvrent sur les panneaux d'affichage les candidats et qui s'y réfèrent en bas
du panneau aux inscriptions des partis politiques. Et donc, on va être court parce que là, regardez, je viens de recevoir encore, je ne sais pas combien de commentaires. Une liasse. Voilà, une liasse. Donc, merci aux auditeurs essayons de faire court. Bonjour Mike, pourquoi ne parlez-vous pas de ce qui nous pend au nez, la mise sous tutelle de la France par l'Europe? Message personnel, bise amicale pour toi. Je te salue, cher Daniel, je peux le dire. Allez, cher Daniel, je te salue et j'espère très vite redéjeuner avec toi, si le temps évidemment me le permet. Donc pourquoi non? On va en parler. Plus vite, on va en parler. Alors, oui, il y a ce risque. Mise sous tutelle, je ne sais pas. La mise sous tutelle, ce serait plutôt le Fonds monétaire international. Mais en tout cas, de sanctions dirigées, de pression inamicale, éventuellement de sanctions financières, de vouloir resituer le déficit budgétaire français dans la ligne des 3%. On s'en est éloigné depuis fort longtemps. Ils le redécouvrent aujourd'hui. Ils avaient oublié pendant toutes ces années le quoi qu'il en coûte macronien. Mais évidemment, bien évidemment, les institutions bruxelloises chercheront... vite, vraiment, 30 secondes à chaque fois. Parce que là, j'ai encore des liasses de commentaires. Donc, allez-y. Oui, mais je suis d'accord. Moi, je parle pour que tu aies le temps de lire les autres questions. Alors, d'accord, j'ai un message pour toi. C'est pas grave, j'ai un message pour toi. Madame Lara, s'abstenir ne signifie pas que la personne ne s'intéresse pas à l'avenir de son pays, mais par contre, elle n'accepte pas les règles du scrutin et de la pseudo-démocratie. Nuance. Moi, je suis d'accord. Ah non, mais je suis d'accord avec ça, mais je dis que à l'heure actuelle, avec ce qui se passe dans le pays, c'est s'abstenir est une forme de négligence. Je dirais. Monsieur Stocker devrait sortir de Paris pour parler du changement de vote en Bretagne. La raison est que les Bretons découvrent les bienfaits de l'immigration et de ses conséquences maintenant, chose qu'ils ne comprennent pas dans les 80 ou 2000. Rien à voir avec la religion catholique, mais peut-être qu'il peut nous parler un peu des protestants pour changer. Non, c'est vrai qu'il ne le fait pas beaucoup. Il y a un basculement. Pour rire, évidemment. Il y a un basculement, justement. Ça a été. Moi, j'en ai longuement discuté. J'allais souvent à Camaret voir mon ami qui est venu nous voir dernièrement, David Pliquet, qui explique ça très très bien. Comment il va? Va bien? Il va très bien. Il était à la fête là il y a 2 semaines et c'est quelqu'un qui m'a initié justement au vote breton et à comment il était essentiel à la Macronie. Or, on constate là vraiment une bascule. Très bien. Non, là, je pose des questions et je vous donnerai la parole à chacun votre tour. Une précision, la chambre introuvable, c'est Louis XVIII avec une chambre très largement royaliste en réaction aux horreurs de la Révolution et de l'Empire. Sinon, j'applaudis à tout ce que vous dites. Sur ce, je vous laisse pour faire un pèlerinage dans l'RPI niçois, Entrevaux pour la Saint-Jean. Dieu vous bénisse, vous et toute la radio. Merci à vous. La chambre introuvable, je persiste. En tout cas, moi, selon mes références, c'est la chambre Bleu Horizon en 1919. Vous pouvez un peu alterner tout de même, Mike. Là, vous m'avez un peu perdu, pourtant je vous apprécie beaucoup. Et ce n'est pas une question de patriotisme mal vécu, je connais très bien le contexte malheureux actuel, je ne suis pas dupe, c'est pour la Bulgarie. Bon, j'espère vous retrouver, chère madame. Je parlerai qu'en bien de la Bulgarie, en plus un pays que j'aime beaucoup vraiment et j'aurais rêvé à l'époque d'aller dans une plage bulgare. À l'attention de Monsieur Borowski, je suis effaré de la qualité, de la mauvaise qualité de cette émission. J'en suis navré, chère madame. Je reviens à la charge. Je pose cette question à Lara. Quid des machines à voter qui représentent à la louche plus de 2 millions de voix en 2024? Comment se déroulent dans ces bureaux les votes par procuration? Enfin, que penser de la télétransmission des résultats au ministre de l'Intérieur? Alors, je suis très réservée sur le vote électronique. En revanche, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça a été arrêté. Aujourd'hui, il y a un quota, il est stoppé par le Sénat, il me semble, sur justement la prolongation, l'allongement de liste de bureaux de vote à l'électronique. Les conscients reviennent. Et surtout, pour ma part, oui, la télétransmission, ça revient aux petits candidats lors des grands scrutins nationaux sur liste qui ne peuvent pas contrôler tout. Je reprends un commentaire de Bulgarie parce que voilà, il faut que je batte ma coulpe. Mais ça suffit. Sur la Bulgarie. J'adore les commentaires beaucoup très objectifs.
de Lara. Voilà, ben oui, ben quoi, on vous dit du bien, ça suffit. Alors voilà, ben je le dirai pas. La prochaine fois, je le ferai pas. En revanche, monsieur Nicolas Stocker et celui qui suit à midi, je ne dirai pas qui, ont la critique facile sur la Russie. Voilà, je vous le dis. Moi Ah bon, bah alors ça c'est nouveau. Voilà. C'est peut-être Ça doit être un autre sarcastique. Nicolas Stocker. C'est peut-être sarcastique. À l'attention de monsieur Borowski, merci d'essayer de canaliser Lara et Nicolas. J'essaye, mais ils ont décidé de me prendre en tenaille ce matin. Je pense qu'il y a eu un plan Concerté, voilà. comme la dissolution de Macron. Un plan C'est-à-dire, on va concerté, dissoudre c'est- Mike. La grenade contre dégoupillée. moi. Voilà. Vue de Suisse, je crains que Macron se lie avec Mélenchon pour rester au pouvoir. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Vue de Suisse. Oh non, c'est pas. Vous y croyez pas, ça? Non, Je pas crois une pas. seconde. Pas une seconde. Pas plus de commentaires. Bon, ok. De toute façon, maintenant, Macron, c'est pas Macron de 2017. Hein. Maintenant, il y a quand même des hommes politiques qui ont fait un petit peu le tour du personnage. On sait que c'est quelqu'un qui est complètement absent des sentiments, enfin, du ressenti empathique. C'est quelqu'un qui aime faire mal. Donc, il est redouté pour ça. Il n'est pas aimé pour ça. On a quand même un président qui, aujourd'hui, a battu tous les records de l'impopularité. Le fait qu'il c'est un repoussoir. Ils le disent. Ils le disent Alors, eux-mêmes. comme le disait tout à l'heure Christian Van Est, il n'est pas autant méprisé qu'a pu l'être François Hollande. Par contre, lui est haï. Aïe. Et ça, c'est un sentiment beaucoup plus virulent. Ah, j'ai une excellente question. La soumission du peuple français pendant la dictature sanitaire liée au Covid influence-t-elle encore le vote du peuple par rapport à la propagande du politiquement correct? Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment que si. Ça influence encore, mais tant qu'il n'y a pas eu de grand bouleversement de la vie politique, cette soumission, elle est latente, elle restera avant Ben, je qu'il y ait dis- un sursaut. Moi, je trouve que justement, cette ingénierie sociale qui a été pratiquée depuis 2020 montre et aujourd'hui marque ses limites. C'est vrai, il n'y a pas ces gilets jaunes d'aujourd'hui. Ce n'est pas en envoyant des pavés, ce n'est pas en se jetant dans la rue qu'ils se révoltent. Aujourd'hui, c'est peut-être plus sain d'ailleurs. Ils se révoltent par le scrutin et j'espère qu'ils vont continuer à le faire. Bonjour. Pour le prochain scrutin, beaucoup de procurations enregistrées. Quelle signification? Bon, on en a parlé un peu au début, certes, mais on peut développer, quoique il nous reste que 6 minutes. Hollande candidat, une revanche, parlons plutôt de Hollande candidat, une revanche sur Macron, bien faible voire insignifiante, point d'interrogation, ou une taupe macroniste dans la gauche comme Glucksmann? Je pense que l'ex est dans sa revanche. Que de même qu'il y a eu Giscard voulait prendre sa revanche sur Chirac, c'était même son obsession. Comment on peut expliquer que je crois qu'il est aussi soutenu par la majorité, enfin par Macron? Je crois qu'il a pas Ah comme ça. non, Non, du non. tout. Ah, il a un candidat. non, il a un candidat. Ah, d'accord, il a pardon. un candidat Renaissance contre lui. Pardon, Non, excusez-moi. on est dans ce qui s'est passé entre Giscard et Chirac. D'accord. Flamby rêve d'une revanche, mais il va rêver longtemps, je pense. Voilà, j'ai l'impression que les commentaires de Lara ont fait beaucoup réagir sur les élections. Mon message précédent envoyé voir dans la vidéo comment les machines à voter peuvent être trafiquées. Plusieurs ingénieurs et spécialistes en ont fait la démonstration. On ne peut pas contrôler les machines. Combien de machines en service? Voilà. Beaucoup ne parlent de ces machines. Voilà, ça représente 2 millions de voix. 2 millions de voix, c'est quand même pas rien. Donc, j'ai l'impression que les gens ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, cher Lara. Moi, sur le vote électronique, je suis très, très réservée. Je quand même. parle du vote, du scrutin normal, avec un bureau de vote, avec le fait qu'en France, on a une procuration, une par personne, et en plus, la personne doit être dans la même circonscription, voire le même bureau de vote, et tout ça. C'est très, très strict. C'est très. En fait, le code électoral français est exemplaire. C'est-à-dire d'autres pays nous envient tellement il a prévu tous les cas. Il y a un code, il y a la loi. En fait, en gros, il y a la loi et il y a l'application de la loi. Ça, c'est deux choses différentes. Il faut pas se tromper là-dessus. Mais bon, pourquoi pas? C'est un code électoral en France qui répond même à ce que la Corse peut faire. Donc quand on est un pays qui, comprenons, là les Corses vont pas être contents, mais l'île de beauté parmi nous, et on est heureux d'avoir cette île de beauté, néanmoins on sait qu'ils sont professionnels. Écoutez, il nous reste 3 minutes 30. Et les questions arrivent encore. Que pensez-vous de l'intervention de Netanyahou au lendemain des élections sur BFM? C'est une aberration.
tout simplement, pour moi. Netanyahou, c'est-à-dire, moi, tout ce que j'ai entendu... Au lendemain de la dissolution, enfin, c'était pas de l'élection, enfin... Moi, j'ai entendu, la dernière fois que j'ai entendu Netanyahou parler, c'est d'expliquer que ce qui se passait aujourd'hui au Moyen-Orient était un conflit civilisationnel. C'est le fameux piège de l'Occident. Je me suis engueulé avec un très bon copain sur le sujet. Les auditeurs avaient trouvé que j'avais outrepassé mon rôle de patron d'émission, mais je persiste à penser, comme d'ailleurs Paul-Marie Couteau, on s'est retrouvé sur ce point, tout du moins, c'est-à-dire que ce concept d'Occident, aujourd'hui, nuit profondément à ce qu'est la France. Bonjour madame, messieurs, très bonne remarque dans l'auditeur précédent. Je préciserai à quand la prise de pouvoir de tous les carnassiers supranationaux qui rôdent autour du pays chéri de Christ et de Marie, le grand monarque vite, et que Dieu vous garde sans cesse éternellement. Merci beaucoup, cher monsieur. On va conclure parce qu'il nous reste 1 minute et en effet d'autres questions affluent, mais j'en suis vraiment désolé. J'ai eu des dizaines et des dizaines de questions, plus que d'habitude. Merci. Comme la semaine dernière. Même plus que la semaine dernière. Vraiment plus que la semaine dernière. Et parce que donc, tu lis les questions. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, je ne les lisais pas et j'ai vu la baisse du nombre de questions. C'est normal en même temps. Je pense qu'il faut lire les questions, c'est important. Lara, un dernier mot, peut-être petite actualité, la tienne peut-être Alors, une petite actualité, mais qui concerne plutôt les émissions tous les jours de 13h à 14h. Vous avez sur YouTube, sur la chaîne Géopolitique Profonde, des observations, l'analyse de Nicolas Stocker. Donc voilà, n'hésitez pas. Elle a fait la pub de Nicolas Stocker, Nicolas va faire la pub de Lara. Non, ça va être quoi, je n'ai aucune autre actualité que Lara, Nicolas. Mais on n'aura donc plus la possibilité de reparler de ces élections sur Radio de Courtoisie, à l'exception du livre journal de la Résistance française qui se déroulera dans l'entre-deux-tours. Dans l'entre-deux-tours, donc seulement dans l'entre-deux-tours. Et là, on fera 3 heures de direct où on ne parlera que de cela. Ah non, dans l'entre-deux-tours des élections. Et il y aura non seulement Lara, mais on compte. Alors là, cette fois-ci, pour le coup, il ne faudra pas trouver à te porter pâle. Tu seras aussi présent parmi les nombreux intervenants que je veux entendre pendant 3 heures sur ces élections. J'essaierai de passer. Je vous salue, je vous remercie énormément pour cette... Lara est toujours superbe dans tous ses commentaires. Merci et bravo, voilà, je voulais le dire. De Bulgarie. Et je salue notre ami Alain Maudy de partir. Donc je vous salue à tous. Et l'émission qui arrive à être extraordinaire. Je vois déjà Éric Dénessé, le merveilleux Éric Dénessé qui est présent ici. Et je vous salue tous. Et restez nombreux encore sur Radio Courtoisie. Merci, allez, salut, ciao. Vous voulez nous soutenir ? Oui. Gratuitement ? Alors abonnez-vous. Et activez la cloche. Merci. Mais je vous en prie.